Salut tout le monde et bienvenue à un autre épisode du podcast, l'émission d'avant-match officielle des Alouettes de Montréal. Mon nom est Joey Alfieri. What's up everybody? Joey Alfieri here. Welcome to another edition of the pre-game podcast. We've got a lot to get to. It's a short week. I feel like we've done two podcasts in short order, so imagine how the players feel playing two games in 5 days. We'll get into some analysis. The depth chart is out as well. So we'll be bringing you all the latest news and notes and goings on in and around the Montreal Alouettes, and we'll get you ready for Saturday night's game, 7 p.m. Eastern Time from BC Place Stadium. Okay, on va commencer en français. We start in French as always, and we'll head on over to English with an interview. It's an interview this week with a young defensive lineman who blocked the field goal attempt last week. Get to know Antonio Moultrie in just a few minutes' time. But we will get to those news and notes we were talking about, and we'll do so to start in French. Alors, on commence en français comme d'habitude et on va terminer avec une entrevue en anglais. C'est Antonio Moultrie, le numéro 99, qui va joindre à nous momentanément. Mais écoute, il y a plusieurs choses à discuter avant ce match. Premièrement, euh, si vous n'avez pas regardé le calendrier des Alouettes, ce match-là, tu sais, d'habitude, on pense, ouais, un soir à BC, ça veut dire que ça commence à 10 heures, heure de l'Est. Non. Ça commence à 7 heures, heure de l'Est, botté d'envoi. Donc, ce qui veut dire que le match aura lieu à 16 heures, heure à Vancouver. On n'a pas à aller jouer ce match-là à 10 heures le soir, quand même compliqué de faire ça, mais c'est pas impossible de gagner. Je sais que les Alouettes ont quand même eu beaucoup de misère les dernières, des 20-30 dernières années à Vancouver, mais c'est possible de gagner là-bas. Écoute, les Lions en arrachent un peu. On va commencer avec des grosses nouvelles côté des Lions de la Colombie-Britannique. Si vous ne l'avez pas vu plus tôt cette semaine, écoute, les Lions ont encaissé une autre défaite la semaine dernière contre les Rough Riders de la Saskatchewan, excusez-moi. Et ils ont décidé que ça ne fonctionnait plus avec Nathan Rourke. Il devient le corps substitut et on va voir Vernon Adams Jr. pour la première fois depuis fin août, je ne me trompe pas. Lui qui a été blessé et qui est devenu le corps numéro 2, le corps réserviste des Lions de la Colombie-Britannique. Donc, écoutez, c'est un ancien des Alouettes qui va affronter les Alouettes. C'est sûr que Villiers va avoir quelque chose à prouver. On va retrouver William Stanback aussi, mais pour les Lions, oui, ils ont bien joué quand ils sont venus à Montréal. Je pense que c'était le 6 septembre. Mais depuis ce temps-là, ils en arrachent. Et il faut le mentionner, hein. On ne parlera pas trop des Lions parce que je veux parler des Alouettes, mais les Lions, là, il y a beaucoup de pression, là. Il y a beaucoup de pression pour chaque équipe. Mais côté Lyon, on a dépensé une tonne d'argent pour ramener Nathan Rourke avec les Lions un peu plus tôt cette saison, quand les choses allaient quand même bien avec Vernon Adams. On est allé dépenser encore plus d'argent pour aller chercher Mathieu Betts après qu'il avait été libéré par les Lions de Détroit. Et je vous rappelle que dans moins d'un mois, mais environ un mois, la Coupe Grey va avoir lieu à Vancouver, au BC Place. Donc, la pression, quand tu es la ville haute de la Coupe Grey et que tu as quand même une bonne équipe avec un des meilleurs corps de la Ligue, tu es supposé d'être dans ce match-là. Donc, je vous rappelle qu'en 2011, les Lions avaient battu les Blue Bombers de Winnipeg en finale et c'était à Vancouver. C'est un big deal. Donc, si les Lions, à date, je pense que les Lions sont assurés de la troisième place dans l'Ouest. Donc, c'est la première fin de semaine des matchs éliminatoires. C'est soit qu'ils s'en vont à Winnipeg, soit qu'ils s'en vont à Regina. Et si tu gagnes ce match-là, la demi-finale de l'Ouest, ben, tu vas visiter l'autre place. Donc, avant de revenir à la maison, c'est sûr que on aurait aimé, et la façon que la saison a commencé, on aurait aimé jouer la finale de l'Ouest à Vancouver, gagner un match à domicile
et se rendre à la Coupe Grey, mais ça va être un peu plus compliqué que ça pour les Lions de la Colombie-Britannique. Et si Vernon joue relativement bien en fin de semaine, ils font quoi là? Ils ont donné une tonne d'argent. C'est le joueur, Nathan Work est devenu le joueur le plus payé de la Ligue canadienne de football. Et écoute, ça complique les choses. Quand tu as deux quarts arrière, c'est sûr que les choses deviennent compliquées. OK, en parlant de deux quarts arrière, les Alouettes, la charte des positions est sortie un peu plus tôt. On est en train d'enregistrer ça vendredi après-midi et la charte des positions est sortie ce matin. Donc, ce qu'on sait, on va commencer avec le poste de quart arrière. Donc, ce qui s'est passé les dernières semaines, je vous rappelle, Cody Fajardo n'a pas joué le match contre Ottawa. Il n'était pas à Montréal, il n'était pas en uniforme, évidemment, parce qu'il est retourné à la maison pour des raisons familiales. Sa femme, elle a accouché. Donc, lui est resté là cette semaine parce qu'on a joué lundi et qu'on joue encore samedi. C'est semaine courte, semaine très courte, je vous dirais. Donc, il y avait juste un entraînement, c'est un entraînement quand même léger, jeudi à Saint-Léonard au Stade Hébert. On n'a pas, c'est parce que Cody habite, c'est pas la côte ouest, mais c'est quand même côté ouest des États-Unis, au Nevada. Ben, on lui a dit de rester au Nevada et le plan est qu'il va rencontrer son équipe à Vancouver. C'est beaucoup plus proche. Ça n'a pas de sens que Cody revienne ici pour une pratique parce que le vol est quand même long de Reno, Nevada à Montréal. Donc, on lui a dit quitte le Reno, Nevada et va directement à la Colombie-Britannique. Et là, sur la charte des positions, je pense qu'il y a quand même plusieurs personnes qui ont été surpris de voir que Cody Fajardo va être le corps partant. Jason Moss l'avait mentionné la semaine passée. Il avait dit qu'un corps vétéran comme Cody n'a pas besoin d'une semaine de pratique pour jouer un match. Donc, c'est sûr qu'ils ne veulent pas faire ça trop souvent. Mais ce que Jason Moss avait mentionné en point de presse jeudi, c'est que Cody s'est quand même entraîné. Il a fait partie des meetings, des réunions d'équipe le matin. Il a fait ça à distance, évidemment. Il a eu le plan de match. Il est allé lancer le ballon sur un terrain avec des amis de ce que Jason Moss a dit. Donc, il s'est gardé quand même en forme. C'est pas comme s'il a pris 2 semaines de vacances. Donc, c'est Cody Fajardo qui va être le corps partant. Maintenant, ce que Jason Moss a aussi mentionné, c'est le fait que Davis Alexander va jouer dans ce match-là. C'est Cody qui sera le partant, mais Davis Alexander va rentrer à un moment donné pour avoir des répétitions avec l'attaque partante. C'est sûr qu'on veut, tu sais, la manière que la saison s'est déroulée, quand même, Davis a été partant 4 fois. Il a gagné 5 matchs en tout cette saison. On veut qu'il soit prêt juste en cas de blessure lors des matchs éliminatoires. Donc, Davis Alexander va jouer aussi. Ça, Jason Moss l'a quand même confirmé en point de presse jeudi. Donc, on risque de voir les deux corps arrière jouer en fin de semaine à Vancouver. Je sais qu'il y a plusieurs partisans qui, tu sais, vous m'écrivez assez souvent sur Facebook ou sur Twitter ou sur Instagram et j'adore ça. Et je sais qu'il y a plusieurs personnes qui voulaient que les Alouettes, tu sais, donnent du repos à la majorité de leurs partants. Ça, malheureusement, c'est pas possible dans un monde où il y a une masse salariale dans la Ligue canadienne de football. Tu sais, on en a déjà discuté cette saison avec les blessures de Cody puis d'Austin Mack. Tu sais, si un joueur euh, est placé sur la liste des blessés des 6 matchs et qu'il rate 6 matchs, c'est sûr que pour ces 6 matchs-là, son salaire ne compte pas sur la masse salariale. Mais si un joueur est placé sur la liste des blessés des 6 matchs et qui rate 4 matchs, comme Austin Mack l'a fait, et qu'on l'enlève de la liste des blessés des 6 matchs avant qu'il rate 6 matchs, son salaire compte pour toutes les semaines, même les semaines qu'il a ratées. Donc, n'importe quand que tu te retrouves sur la liste des blessés de un match, euh, ton salaire compte sur la masse salariale. Donc, tu sais, on ne peut pas mettre
12 joueurs sur la liste des blessés d'une game pour amener des jeunes, pour vous donner du repos aux joueurs. Donc, il y a quelques joueurs qui ne feront pas le voyage à Vancouver, mais il y en a beaucoup moins que vous peut-être vous pensez. Je vous donner un exemple. À date, tu sais, Mustafa Johnson va manquer un deuxième match de suite. Mais Austin Mack et Walter Fletcher sont en santé. C'est deux gars qui pourraient jouer si le match avait une grande importance, mais les deux ne joueront pas, eux aussi ne feront pas le voyage à Vancouver. Donc, on va donner l'opportunité aux autres. Ce que ça veut dire pour les porteurs de ballon, pour les demi-offensifs, c'est Sean Thomas Erlington, le Montréalais, qui va être le demi-offensif partant, et Stevie Scott, ce qui était sur l'équipe d'entraînement pour la saison complète. C'est lui, tu sais, il a été sur l'équipe d'entraînement aussitôt que le camp d'entraînement est terminé. Il a été très, très, très patient. Et là, ce qu'on nous a expliqué en point de presse, encore une fois, c'est que s'il y a une blessure, si jamais Walter Fletcher se blesse, mais on veut s'assurer que Thomas Erlington et Stevie Scott aient des tentatives de course. On ne veut pas que Stevie Scott arrive en série parce que Fletcher est blessé euh, et qu'il n'a jamais travaillé avec les corps arrière des Alouettes. Donc, c'est sûr que Sean Thomas Erlington a joué tous les matchs cette saison, mais il n'y a pas eu beaucoup de tentatives de course. Je pense qu'on l'a vu quand même assez souvent la semaine dernière, ou c'est même pas la semaine dernière, c'est cette semaine, mais le dernier match contre Ottawa, des très bonnes mains. C'est un très bon porteur de ballon, mais il n'y a pas eu beaucoup d'action en attaque cette année, donc il va jouer un peu plus en attaque cette fin de semaine. Même chose pour Stevie Scott. Je vous rappelle, une de mes statistiques préférées quand j'ai fait mes recherches sur les nouveaux venus pendant la saison morte, c'est que Stevie Scott a joué à l'Université de l'Indiana. Là, il a marqué 30 touchés au sol en 31 matchs. C'est quand même fou, là. C'est des statistiques absurdes. C'est un grand porteur de ballon. Il court assez bien. Il a des bonnes mains. Il est un peu différent. Il est un peu plus costaud et un peu plus grand que Walter Fletcher. Mais euh, tu sais, c'est quand même un gars qui court avec puissance. Donc, j'ai hâte de le voir jouer. Je l'ai quand même vu jouer beaucoup lors des pratiques, lors des matchs préparatoires. Mais là, j'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner lors d'un match de saison régulière. Si vous l'avez jamais vu, si vous n'êtes pas venu à la pratique, je peux vous dire tout de suite que Stevie Scott porte le numéro 35. Donc, quand même intéressant de voir ces deux-là à l'œuvre en fin de semaine. C'est une des choses que je vais souligner dans mes notes. Et je vous rappelle qu'on va parler de leur performance et de la performance de l'équipe sur l'émission d'après-match. Et on est vraiment fiers de souhaiter la bienvenue à Motorola. Motorola s'embarque comme commanditaire principal de l'après-match. Donc, pour le moment, et non, dès maintenant, je devrais dire, on appelle l'après-match, c'est l'après-match officiel des Alouettes. Présenté par Motorola. Donc, il n'y a rien qui change. C'est la même chose après chaque match. On va embarquer, donnez-moi 5 à 10 minutes et on va embarquer en direct sur toutes nos plateformes, soit YouTube, Twitter, Instagram et Facebook. Et vous pouvez écouter en direct. Vous pouvez nous laisser vos commentaires. Si vous avez des questions pour moi ou pour les joueurs, vous pouvez les poser en commentaire et je vais faire des entrevues avec les joueurs des Alouettes. Et des fois, le coach se joint à nous aussi. Donc, une des choses qu'on va observer, c'est Sean Thomas Erlington et Stevie Scott qui sera en uniforme pour la première fois. Et c'est le premier départ en tant que membre des Alouettes pour Sean Thomas Erlington. On a mentionné Austin Mack n'a pas fait le voyage. Encore une fois, je vais faire allusion au point de presse de Jason Moss. Si vous ne l'avez pas vu, vous pouvez le regarder au complet sur notre chaîne YouTube. C'est le point de presse qui a été uploadé jeudi. Et
Moss parle du fait que Mac est en santé. On sait que Mac a manqué 4 matchs en raison d'une blessure à la cheville. Il est en santé. C'est juste, c'est pas idéal de lui faire jouer 2 matchs en 5 jours. Là. Ça n'a pas de sens. Donc, on va le reposer pour ce match-là. Et il y a quand même des bonnes chances qu'il revienne pour le dernier match de la saison. euh, à domicile contre les Blue Bombers de Winnipeg. Et j'aimerais mentionner aussi, tant qu'à être sur le sujet, on a un beau spécial sur les billets pour le dernier match de la saison régulière. C'est vous en achetez 3, on vous offre un en rabais. Donc, on vous donne un escompte de 25 sur le total de ta commande, de votre commande, mais en fait, ça donne que le quatrième billet est gratuit. Donc, achetez-en 3 et le quatrième est gratuit. Et si vous n'avez pas vos billets pour la finale de l'Est qui aura lieu au stade Percival Molson le 9 novembre, les billets sont déjà en vente sur le site des Alouettes de Montréal. Donc, pas d'Austin Mack et pas de Walter Fletcher, mais les joueurs sont en santé. Fajardo revient, mais Fajardo et Alexander vont tous les deux jouer ce match. Et l'autre chose que j'aimerais souligner, parce que je sais que c'est un joueur quand même populaire, sur la charte des positions que vous pouvez retrouver dans les manchettes sur le site des Alouettes. Euh, Jamar McGloster revient en tant que bloqueur réserviste. J'imagine qu'il va jouer. Il n'a pas joué de la saison. Il a été sur la liste des blessés des 6 matchs quand même longtemps. Il s'est blessé au dos lors du camp d'entraînement. Mais vous vous en souvenez sûrement que en deuxième moitié de saison, l'an passé, McGloster est devenu le bloqueur à droite partant. Là, c'est sûr qu'on a roulé avec Josh Donovan pour, ben, écoute, toute la saison, pas une grande partie de la saison, mais toute la saison. Donc, Donovan reste en tant que partant, mais j'imagine qu'à un certain point, tu sais, c'est le premier match que McGloster joue depuis la Coupe Grey. Euh, tu sais, on va le faire jouer, là. Je pense que c'est pas mal clair qu'on va faire tu sais, on va expérimenter avec la ligne à l'attaque. Tu sais, peut-être qu'on va donner un peu de repos à Nick Callender, peut-être qu'on va donner un peu de repos à P.O. Lestage ou à Philippe Gagnon. Et peut-être qu'on, tu sais, je pense que Gagnon est le centre réserviste. Peut-être qu'on va lui faire jouer un peu au poste de centre, je sais pas, mais je m'attends à voir Jamar McGloster jouer un tout petit peu. Tu sais, après ça, on verra ce que les Alouettes vont faire en match éliminatoire. Mais tu sais, Jamar McGloster a été une très belle prise des Alouettes. Lui aussi, il a été très patient. Ça fait une couple d'années qu'il est à Montréal. Et l'an passé, il était tout à fait dominant comme bloqueur à droite sur la ligne offensive. Et tu sais, on a vu en deuxième moitié de saison, là, la ligne à l'attaque a vraiment mieux joué l'an passé. C'est une des raisons pour laquelle ils ont gagné la Coupe Grey. Donc, Jamar McGloster, 61 revient. Donc, tu sais, une autre chose que je vais regarder, c'est les combinaisons sur la ligne à l'attaque. J'imagine qu'on va voir quelques changements. Peut-être c'est aussi simple tu sais, on enlève Donovan et on met McGloster. Peut-être pas. Peut-être qu'on va mettre Donovan au poste de garde parce que c'est là où il a joué pendant sa carrière universitaire en Arizona. Peut-être qu'on veut lui donner des répétitions là. Je ne sais pas ce qu'on va faire exactement avec la ligne à l'attaque parce qu'il n'y a personne qui a posé la question à Jason Moss cette semaine, mais on va voir McGloster certainement jouer. Peut-être qu'il ne jouera pas en attaque du tout, mais tu sais, j'ai de la misère à croire qu'on va l'activer et pas le faire jouer, mais on verra. En défensive, écoute, il n'y a rien qui change. Sankey, Beverett, Sutton, Dequoy, Ento, Adeyemi, Berglund, tu sais, tout le monde est là. C'est vraiment, tu sais, c'est la défensive. Euh, Partante au complet. Tu sais, tout le monde qui est en santé joue. Tu sais, c'est pas la même chose que Fletcher et Mac en attaque. Tous les joueurs sont là. Là, est-ce qu'on va faire jouer, tu sais, est-ce qu'on va enlever Beverett en défensive ou sur les unités spéciales pour faire jouer un peu plus Quentin Harcou ou Tyrell Richards? Ça, c'est entièrement possible. Mais, tu sais, c'est ça. Tu sais, c'est ça qui arrive quand on ne peut pas, avec la masse salariale, on ne peut pas faire trop, trop, trop de changements. Donc,
c'est la même défensive qui va jouer. Donc, on a, tu sais, la ligne défensive. C'est ça que je voulais mentionner aussi. Tu sais, on a donné l'opportunité aux jeunes de jouer l'an passé. Excuse-moi, pas l'an passé, la semaine passée, avec le numéro 44, Jordan Dominac, et le numéro 99, Antonio Moultrie. Mais Moultrie, ça fait quand même une couple de semaines qu'il joue assez régulièrement. Mais je trouve que, pour vrai, là, Moultrie et Dominic ont vraiment bien joué. Tu Dominic, pour des jeunes, on l'a vu un tout petit peu cette saison, mais lui aussi était sur l'équipe d'entraînement, euh, l'équipe de pratique pour la grande partie de la saison. Et les peu de fois qu'il a joué, il n'a pas vraiment joué beaucoup en défensive, mais là, on lui a donné l'opportunité de jouer et on voit, il y a un certain potentiel. Le gars peut être un joueur d'impact dans cette ligue. Ça va prendre peut-être un peu de temps, mais il peut contribuer et c'est lui qui est l'ailier défensif partant pour les Alouettes avec Isaac Adeyemi Berglund qui écoute toute une performance. La dernière séquence à l'attaque du Rouge et Noir la semaine passée, encore une fois, j'ai dit la semaine passée, mais c'est cette semaine, c'est lundi. Euh, la dernière séquence à l'attaque, le Rouge et Noir tire de l'arrière par 7 points. Ils ont le ballon. Ils vont essayer, ils sont en train d'essayer de marquer le toucher égalisateur, mais c'est deux sacs du corps back-à-back de Isaac Adeyemi Berglund qui, là, en a sept sacs du corps. Et ça, c'est à égalité en troisième position de la Ligue. Je pense qu'il y a deux ou trois autres joueurs qui ont plus de sacs que Isaac Adeyemi Berglund en ce moment. Donc, c'est toute une prise. C'était un agent libre, lui qui a été repêché par les Stampeders de Calgary. C'est un joueur canadien. Il a signé à Montréal. Ça n'a pas fait tant de vagues que ça. Mais ça a été un partant canadien tout au long de la saison et c'est toute une acquisition de Danny Machocha et son staff parce qu'il est encore jeune, il a 28 ans et là, il y a une saison de 7 sacs du corps et le meneur de la Ligue, les meneurs de la Ligue sont à 8. Donc, deux grosses performances encore de ADM et Berglund et il pourrait terminer en première position pour les sacs du corps dans la Ligue canadienne de football cette saison. Il y en a 7 et il y en a 5 dans ces 5 derniers matchs. All right. We just talked a little bit about the defensive line and the impact that some of the young players made. I had an opportunity to catch up with one of those young players. He's the former University of Miami Hurricane, a guy who blocked a field goal attempt by the Ottawa Redblacks last week. He's Antonio Moultrie, who was nice enough to join me after Thursday's practice session. Here's my one-on-one interview with number 99. So walk me through your journey. Like, how did you start playing football? How old were you when you started playing? And just if you can take me through a quick, just a journey of how you got to where you are today. I started playing football when I was at the age of 4. I've been playing since then, so that's 21 years of football. My father coached me for the majority of my years growing up. And the years that he didn't coach me, I was coached by like his work friends. It's just it's old school football, it's discipline, it's hard-nosed football. So I was taught that at a young age, and that's what helps me bring that to the table for the team, and we can use that for, to better us in the games, practices, and whatever situation we may need for it. Can you give me an example of some tough love that you may have come that you maybe didn't appreciate at the time, but now you look back on it and you're like, yeah, that was probably for the best, even though it was difficult? Tough love moments is probably like I said, my dad coached me, so a lot of times, whenever I didn't line up right or I didn't do a play right, I just did the normal mishaps in football. He would get on me, so it would be a lot harder coming from your dad as well, and you wouldn't expect that he would sit you on the bench or something because he's your dad, but he will. So having that actually maybe mentally stronger, for the future as well, dealing with just other types of coaches and systems that it comes along with football. When did you? I'm sure you had a ton of teammates, but when did you realize that you had an opportunity to make it pro and that you were going to be better than most guys that you played with? Everybody dreams that they're going to make it pro, but it really hit me one day when I was probably my junior year when I was at UAB. One of my coaches pulled me aside. He kind of just told me, if you really lock in, on the mental and the physical aspects of the game, then you have a really high chance to, make it to the NFL. Everybody knows it's not for long, but
just getting there. All you need is opportunity, and I feel like that was around the time, when I started taking everything more seriously, and being more of a student of the game and more hard working on the physical part as well. When you were making your decision, I know you started at UAB, you finished at the U as a Pensacola. I think you're a Pensacola, Florida kid, right? Yeah. So just I'm curious, when you were making that decision on where to go to school, how many teams did you have lined up? Were you one of those guys that had a lot of interest, and how did you wind up at UAB? So you asking me how did I get to UAB, or I got your mind? Yeah. Okay, UAB. I didn't have a lot of offers coming out of high school. I probably only had maybe 4 or 5, and they were pretty much all in the same conference, the Conference USA. But in the city I was, Pensacola was a small city, so we don't get a lot of publicity, a lot of recruitment in that area. So just getting anything in general, just regardless of what sport you play, is a blessing as well. So like I said, I probably had about 4 or 5 lined up. But UAB. Reason why I went to UAB is because I had to take a SAT or an ACT. I had to travel there for a camp. Okay. And this is when the school was shut down for a snowstorm. So I didn't know it was UAB until after they came and offered me. And they was like, brought me to the camp, and I was like, wait, I'm having deja vu, because this is years separate from each other. And they was like, yeah, this is the place that you took the ACT all. I was like, oh, wow. And then that's when I was like, maybe it's meant to be. And then I ended up signing UAB. How about the U? I mean, obviously being a Florida kid, that must have been pretty surreal to get the opportunity to play at the U. How did that? How did you first get wind of their interest? And I'm assuming that must have been a really easy decision for you to go there. When I entered the portal, I wanted to play for a Power 5 level program, but mostly I just wanted to play for the state of Florida. I wanted to represent the state of Florida for my last year. It could have been Florida State, Florida, or Miami, either or. But I was glad that Miami came and showed a lot of interest in me at the time. Who wouldn't give up the opportunity to play for the U? I mean, it's a lot of history that goes on with that, and I'm just proud to at least been a part of those years, So, it's a good opportunity. I mean, I would have liked to play for other Florida schools, but Miami was a good choice, and I'm proud of it. Your favorite memory of playing at the U? I'll probably say running out of the Hard Rock Stadium during pre-games, and just hearing the fans and seeing everybody throw up the U, and everybody how loud the stadium gets. Hard Rock Stadium gets to rocking, especially against like Florida State games when we're playing against Clemson and stuff like that. So those games get to rocking, and that's really what I enjoyed the most. And what was your pre-draft process like? I know you spent some time with the Green Bay Packers. Just what do you remember about that time, just leading up to signing with the Packers? At first, I was like everybody else. I was waiting for the draft call. No call came, and then the next day, I got a call from Green Bay about mini camp tryout, and I also got a call from Buffalo Bills afterwards. And so basically, I was set up for both of them, and I went to Green Bay first. I was hoping to do both of them, but Green Bay wanted to sign me right after the camp, so I didn't end up doing the Buffalo, and I stayed with Green Bay until they ended up releasing me. Yeah, and so what do you remember about just that camp and NFL life? Was there anything that kind of caught you by surprise? Anything surprise you there? I'll probably say there's always someone or something better than you out there, and not just meaning that in a bad way. It's just there's different levels. When coming in, you think that you have a professional mindset. You think you have a professional routine until you actually see guys who've been in the league for 10 plus years, and they're compared to yours. I'm like, oh wow, I have a lot more stuff to work on. So like I said, it's not a bad thing. It's more so just growing development. Looking at the old guys and saying, what did they do that made them successful that I can bring into my routine in my life to make me successful in the future. Anybody in the NFL that you took a liking to, that took a liking to you, somebody that you really emulated, somebody that you looked up to out there? When I was in Green Bay, it would be Kenny Clark, number 97. Just how he carries himself on and off the field. He technician about everything he does. He writes down every note in the meetings. And the fact that he knows all of it, but he still chooses to do it. I like that, because he's humble, and he comes to work every day regardless. How many millions he's worth, how many plays he makes a game. He comes and he works, and I admire that coming in.
All right, so you get to Quebec, you get to Saint Jerome, you step on the field for training camp. How much were you aware of CFL rules and the CFL in general? How long did it take you to, the yard off the ball? How long did it take you to adjust to that? When did you start feeling comfortable in the Canadian game? But what were your first impressions? When I first heard about it, I didn't really know too much about the rules. I didn't know about the waggles. I didn't know about the rouge. I didn't know about the yard off. But when the coaches called me and they communicated, it was like, hey, make sure you practice yard off and stuff like that. I looked at some of the rules that, it goes with my position and stuff like that, things that I can and cannot do. But, I mean, it's at the end of the day, it's still football. It's just minor changes. Yeah. Like for the yard back, I just got to take a step back, so at the end of the day, it's still football for me. I'm still learning some stuff here and there, but at the end of the day, it's still football. And I actually enjoy the Canadian rules. Canadian football is very fun. And yeah, like I said, I enjoy it. Give me your opinion on the Rouge now that you've got to experience it for like 5 months. How do you feel about it? It's still a confusing feeling. Like I don't know, because like you could win or lose a game off 1 point, and that I don't know. I guess it just comes on what side of the stick you're on. If you're on the loser or the winning side, it depends. Yeah, it's definitely an interesting one. I've been watching this sport my whole life, and it just sometimes I'm like, yeah, I get it. You want to reward field position, but to walk off and win on a missed field goal, I don't know. That's a little strange to me. I feel like you've had a really good rookie year. I know you've been patient, and the snaps you're getting more and more snaps as we go here. I'm just curious, what type of growth do you think you've experienced as a player here this season as it's gone on, as it's winding down? Patience. Just knowing that it's about waiting your turn. Just because your turn is not now doesn't mean you're not ready. It's just you have to wait for your turn. A lot of the old heads, they talk to me about, just being patient. Your time is going to come. Just make sure you're still working on the physical and the mental. And that's what I did. And I waited patiently until my time came. When my time came, I made sure that, all my work and efforts, showed out on the field. Was that your first field goal block ever on Monday? How many do you think you have? Total, I have two actually. I had one in college at UAB. I had one in college at UAB. Oh yeah. Which one was? If you had to, how different were they? Which one was better? I'll probably say the one at UAB because we scored. We scored. Okay. Yeah, we scored. Sankey's got to lift those legs a little higher, I think. Eh? Yeah, most definitely. So have you made? How much? How much do you feel you can make an impact the rest of it? I felt like you and Dominic, you guys have an opportunity here down the stretch, two young guys to kind of inject some youth into the defensive line. How much a difference do you think you and he can make? I feel like we can make a big difference. Like you say, with the youth. But it all plays together. I need him, he needs me. We need the other guys, and they need us as well. So long as I'm pushing him to get better, and he's pushing me to get better, and we're pushing those guys to get better, and they're pushing us to get better, everybody's going to be fine. We're going to come out on top. Florida guy, are you nervous at all about the weather starting to change? I know it's fall right now, but Grey Cup is November 17th, I think it is. Is there any? Can you play? What's the coldest game you ever played in, and does it bother you? I'd imagine it does. I hate the cold, and I lived here my whole life. Coming from the South, the coldest I've played in was maybe 40 degrees with a little wind. But just coming from Florida up here to Canada. It's a difference with the weather, but at the same time, I play football at multiple places, multiple teams, multiple climates. So I'm kind of used to rain, snow. I've played in everything. So it's just still kind of getting some used to it. That's why you got to prepare yourself throughout the week. So when you get to the game, you're not thinking about, oh, I'm cold. You're prepared for it. Yeah. And finally, just to ask you about the city, was it a little bit of a culture shock, Montreal? I know a lot of American guys say that. It feels a little bit like Europe. How much of an adjustment did you have to make when you got here? And what are maybe some of the things now that you've learned to appreciate about the city? Some things that are new. I never lived in the downtown area. There's a lot of people walking around, riding bikes and scooters everywhere. I'm not used to that. The metro, I'm not used to the metro. I didn't even know what a metro was till I got up here. Did you ever get lost on the metro? My first time using, I got lost. My first time using, Where'd you end up? I don't even know where I ended up. I didn't know the names at the time. Were you coming to practice? Were you like, was it a work? I was going to our first meeting, but I showed up like an hour and a half early, just in case that happened. And it did happen. Thanks for this, Antonio. Looking forward to watching you play the rest of the way, and it's been really good. It's looked really good so far. Thank you so much. That was great with Antonio Moultrie, a really, really good player, a good dude, and a young guy who made a name for himself in training camp and in the preseason and has waited patiently for his turn.
And now with Mustafa Johnson sidelined, well, there's an opening for Antonio Moultrie, and he'll start at defensive tackle alongside Derek Wigan, and Dylan Wynn will get into the rotation as well. But I was really impressed by obviously a veteran like Isaac Adeyemi Berglund. That didn't surprise me with the back-to-back sacks on the final Ottawa drive. But Moultrie and Jordan Dominic, who wears number 44, they really, really stood out. That was really eye-opening, and the fact that you have that kind of depth sitting on your practice roster and sitting as backups on this team, and you put them in and they play that well. I think that's good. That's a good sign for the depth of this team, and a good sign for the chance, an opportunity to go back to back and to win a Grey Cup. You're going to need everybody to contribute, and it certainly looks like they're capable of that. But they get 2 more games in the regular season to do so. I know a couple people have mentioned to me Lual Ugwak and what's going on. Seems like he's playing a bit less. Not sure what the details are. I mean, he's dressed. He's played in the last 2 games, but you can definitely tell. I haven't tracked the snaps, but you can definitely tell that he's playing less. Just not as noticeable out there because I think he's getting less of an opportunity to play. Continues to practice. I know that, before he arrived in Montreal after being cut by the Tampa Bay Buccaneers, I know that Danny Machocha had mentioned that he picked up a shoulder injury out in Tampa Bay in the preseason. So I don't know if that's still plaguing him, but hopefully with a little bit of rest here down the stretch, Lual Ugwak is going to be back at full strength, and he'll be able to contribute in a big way en route to hopefully another Grey Cup. But Lual Ugwak is dressed. He's going to be part of the rotation at defensive end. All right, everybody, listen, we're into the nitty gritty. This is it. Not a lot of time left in the regular season. I'm excited. This is always the weird time of year. Like, I'm always excited for playoff football to get going, especially when the Alouettes are one of the better teams and probably the best team in the Canadian Football League this year. But anytime the Owls are in the mix, it's always fun. It's always exciting. But you can't help but feel a little bit sad that the regular season is winding down and that Canadian football season is coming to an end. So what I would tell you is enjoy it. Mentioned this a little bit earlier in French. I think it bears repeating in English. We've got a special for this last game of the regular season next Saturday against the Winnipeg Blue Bombers. I'll call it a nationally televised game. I mean, they all are on TSN, but that's going to be a CTV game. Montreal doesn't have anything to play for in the standings, but you're going to get their best. There's no doubt about that. I think Jason Moss has made it clear. But one thing that's going to be exciting is going to see, can the Alouettes play spoiler against the Winnipeg Blue Bombers? Because if the Blue Bombers lose and the Saskatchewan Roughriders win next week, the Winnipeg Blue Bombers fall to second place. The Saskatchewan Roughriders win the West Division, I should say. So Winnipeg has a lot to play for in that game. Montreal doesn't, but can Montreal play spoiler? Can Montreal force the Winnipeg Blue Bombers to host the East semifinal, but have to go on the road in the West final should they get past BC? It should be interesting. We do have a special on tickets. If you go to goalsgo.com, you buy 3 tickets, you get 4 for free. So once you do make the purchase, you'll notice they give a 25% discount, but when you buy 4 tickets, that's the equivalent to getting 1 ticket free. So that is the special. So come out, be loud, be proud. Grey Cup rematch. The Alouettes started the season in Winnipeg. They'll finish the season against the Winnipeg Blue Bombers before going on a bye week and then going to playoff action on November the 9th at Percival Molson Stadium. It's the first time that the East Final is going to be held in Montreal since the 2012 season. So that's a long time ago. It's 12 years ago. There's been playoff games played in Montreal, but not an East Final. You win that game. You win one home game. You win that game, you're off to the Grey Cup in Vancouver the following week. So that should be a whole lot of fun. If you don't have your East Final tickets, pick them up now. They're selling very, very rapidly. So make sure that you pick up your tickets to the East Division Final. And while you're there, make sure that you come and encourage the Montreal Alouettes, the 12-3-1 Montreal Alouettes at Percival Molson Stadium next Saturday against the Winnipeg Blue Bombers. Have a great weekend, everybody. Enjoy the game. Just a reminder, it is a 7 p.m. Eastern kickoff. None of this funky 10 p.m. Eastern stuff out on the West Coast. It is Montreal and the BC Lions from BC Place Stadium at 7 o'clock on TSN
RDS. You can listen to the game on 98.5 FM in French and CJAD 800 in English. Enjoy the game. Have a great weekend, and we'll be back